Nous sortons d'un Conseil des ministres tenu ce jour sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Ce Conseil avait à son offre du jour les points suivants: des mesures générales, projet de loi, projet de décret, des mesures individuelles, des communications et un certain nombre de points divers. Au chapitre mesures générales, projet de loi, au titre du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification d'une ordonnance récente, numéro 2015-364 du 20 mai 2015, portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Cette ordonnance a été prise, nous vous l'avions déjà dit, en vue de simplifier, moderniser et permettre plus de célérité dans les procédures judiciaires, en offrant au greffe des tribunaux, des juridictions, la possibilité de la tenue sous forme électronique du registre dit rôle général. L'ordonnance en question permet également de communiquer donc des pièces de conclusion et autres documents par voie électronique, ce qui permet donc plus de célérité, plus de facilité dans la communication des décisions prises par nos juridictions. Dans le chapitre projet de décret, le Conseil a adopté 2 décrets au titre du Premier ministre. Le premier décret met fin aux activités de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, donc la DDR. Et le deuxième décret porte création de la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion, en abrégé donc la CCSR. La DDR avait été créée en 2012, le 8 août 2012 exactement, et nous estimons qu'elle a achevé sa mission puisqu'elle est parvenue à réinsérer 55 000 ex-combattants sur 74 000 initialement identifiés. De ces 74 000, il faut savoir que c'est 64 000 qui se sont effectivement présentés pour être pris en compte par la DDR. Le taux de réinsertion est de ce fait de 85%, ce qui est jugé très concluant par rapport aux objectifs initiaux. Donc on peut considérer que la DDR a terminé sa mission et donc les missions résiduelles, celles qui vont consister à faire un suivi de l'activité éventuellement orienter les dernières personnes qui se présenteraient. Donc ces missions seront conduites par la cellule de coordination dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, pour parler un peu de la cellule de coordination, elle est créée et placée sous l'autorité du Conseil national de sécurité, c'est important, et elle va être chargée essentiellement donc, des activités de réinsertion des ex-combattants. Elle aura pour mission d'organiser, de coordonner les activités de resocialisation qui sont menées par ailleurs par d'autres entités, notamment par le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, menées par la Gendarmerie nationale, par l'Institut national de santé publique, la Croix-Bleue, etc. Toute autre structure nationale qui aujourd'hui se préoccupe de ces aspects de resocialisation d'un certain nombre de personnes qui, à un moment donné, sont malheureusement sortis du droit chemin. Donc, cette cellule assurera également la gestion de la base de données, de le référencement aux structures spécialisées, de mise en œuvre des activités de réinsertion des ex-combattants. Ensuite, au titre d'un certain nombre de ministères qui sont le ministère d'État, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le ministère du Commerce, le ministère des Sports et des Loisirs, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, et le ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse, de l'emploi et des jeunes, le Conseil a adopté des décrets portant attribution
donc de ministres, de ministres d'État, de ministres et du ministre délégué. Ces décrets, évidemment, sont pris à la suite du réaménagement intervenu le 13 mai dernier, donc à la suite de quoi de nouvelles attributions donc, ont été définies pour chacun des ministres concernés. Le point suivant, c'est un projet de décret pris au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, un décret qui porte ratification d'un accord de prêt qui est de 29 371 499 000 francs CFA, conclu le 6 mai 2015 entre l'Association internationale de développement, l'AID, et notre pays, en vue du financement du projet d'urgence de création d'emplois jeunes et de développement de compétences. Ce projet d'urgence vise à améliorer les conditions d'accès des jeunes hommes et femmes à des emplois temporaires et à leur offrir des opportunités de développement de compétences en vue de permettre ou de faciliter leur employabilité. C'est un prêt qui est fait avec des conditions de concessionnalité relativement élevées, un différé de 6 ans, une durée de 18 ans, une durée de 38, un différé de 6 ans, une durée de remboursement de 38 ans et une commission d'engagement de 0,5%, une commission de service de 0,75%. Dans le jargon financier, c'est des conditions de concessionnalité élevées. Au titre du ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le Conseil a adopté un projet portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes, dénommée Agence Emploi Jeunes. Donc c'est une nouvelle agence qui est créée, l'Agence Emploi Jeunes, et cette agence va être dirigée par un conseil d'orientation comprenant des représentants comprenant des représentants de l'État de Côte d'Ivoire, mais également des représentants du secteur privé et des représentants de nos partenaires au développement, BAD, Banque mondiale, PNUD, AFD, etc. Et pour faciliter son démarrage, donc l'agence Emploi Jeunes démarra ses activités en s'appuyant sur les actifs d'un certain nombre de structures dissoutes, notamment l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, l'AGEP, et le Fonds national de la jeunesse, le FNJ. Dans le même cadre, nous allons évoquer un certain nombre de modifications intervenues et autorisées par le Conseil des ministres dans l'existence de certaines structures qui auparavant avaient en charge le traitement partiel de la question de l'emploi. Un certain nombre de fonds sont ainsi restructurés pour être reversés justement à l'agence Emploi Jeunes dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit notamment de l'agence d'études et de promotion de l'emploi, donc l'AGEP. Il s'agit du fonds de soutien à l'emploi par des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre, qui relevait auparavant donc du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il s'agit du Fonds de développement de l'agriculture villageoise, en abrégé FDHEV, du Fonds de garantie des crédits des projets BAD de développement rural, du Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, donc 3 structures qui auparavant relevaient du ministère de l'Agriculture. Il s'agit également du Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat, du Fonds ivoirien pour le développement des entreprises nationales, FIDEN, qui relevait auparavant du ministère en charge de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat.
Il s'agit enfin du FNJ, donc le Fonds national de la jeunesse, qui relevait auparavant du ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse. J'en oublie un, donc c'est le Fonds d'insertion des jeunes diplômés et de réinsertion des déflattés des secteurs publics et privés, qui relevait auparavant donc du ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Voilà, donc toutes ces structures sont désormais, toutes les je vais le dire autrement, les activités de ces structures sont désormais reversées donc à l'agence Emploi Jeunes, tout cela pour créer plus de synergie, donc permettre une action plus efficace. Pour l'État, cela va être plus facile, cela va être plus efficace d'avoir une structure unique qui gère la totalité de la problématique de l'emploi. Mais nous pensons également que pour les jeunes eux-mêmes, pour tous ceux qui démarchent aujourd'hui, qui font des démarches pour un emploi, cela va également être plus facile d'avoir un guichet unique, une sorte de guichet unique et un regroupement de fonds donc, qui, dans leur action, seront plus au service des missions qui leur ont été confiées. Nous passons au chapitre des mesures individuelles. Le Conseil, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, a donné son accord en vue de la nomination de M. Peter Olasek en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Slovaquie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja au Nigeria. De M. Mohamed bin Ismaël Mohamed El Emadi en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Monrovia au Libéria. De M. Hugues Chantry en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. De Mme Patricia McCullag en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada près la République de Côte d'Ivoire. Au titre du ministère des Transports, le Conseil a autorisé le détachement de M. Mamadou Mariko, administrateur des affaires maritimes et portuaires, auprès de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre LOMAOC. Nous passons au chapitre des communications. La première communication présentée au Conseil par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, relative aux dispositions préventives et opérationnelles prises pour minimiser les effets de la grande saison des pluies en cours. Je précise que cette communication est prise en liaison avec le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Évidemment, nous déplorons le bilan des précipitations cette année encore qui s'élève à ce jour à 10 personnes décédées, à plusieurs glissements de terrain, d'effondrements d'immeubles, ainsi qu'à la dégradation d'infrastructures routières. Dans ce cadre, des mesures ont été prises pour limiter les effets dommageables de ces pluies. Ces mesures préventives et opérationnelles sont les suivantes. Le renforcement des capacités du personnel des services techniques des mairies en matière de protection civile, l'aide aux communes dans la mise en œuvre de leur programme de sensibilisation, l'encouragement de l'implication de la société civile dans les campagnes de sensibilisation, l'information, la sensibilisation des populations sur les risques liés aux pluies diluviennes, la poursuite de l'opération de libération des sites dangereux. Cette opération, à ce jour, est réalisée à 80%, en collaboration avec les administrations concernées et les forces républicaines de Côte d'Ivoire, l'aménagement et la sécurisation des sites à risque libérés pour empêcher leur recolonisation, la réactivation des comités départementaux ORSEC, la mise en fonction du Centre de gestion intégrée des crises, donc le CGIC, le renforcement du plateau technique du SAMU, le renforcement du soutien au groupement des sapeurs-pompiers militaires ainsi qu'aux structures volontaires de secours,
avec des moyens humains, logistiques et financiers accrus. À ce niveau, peut-être relancer l'appel que nous lançons déjà depuis plusieurs années à toutes les personnes qui résident encore sur des sites qualifiés de dangereux, de quitter ces endroits. Aujourd'hui, les dispositions sont prises au niveau du ministère de la Construction pour aider au relogement de ces personnes-là. Donc sur des terrains nus, voire avec le projet qui s'appelle des LEM, donc des logements à équipement modéré, bien que cela représente encore un coût. Mais vous savez, sur la durée, ce que ces personnes-là dépensent et puis les risques auxquels elles se soumettent elles-mêmes à la fin sont beaucoup plus coûteux que ce que ces personnes-là pourraient payer en se logeant d'une façon plus décente. Il s'agit vraiment d'éviter là aussi le retour des personnes qui ont déjà fait l'objet de déguerpissement, parce que malheureusement, dans un grand nombre des cas de décès survenus dernièrement, ce sont des personnes qui avaient été déguerpies et qui sont revenues à leur lieu ancien d'habitation. C'est le lieu, enfin, peut-être de demander aux populations de faire preuve de plus de civisme par rapport à l'entretien de nos voies d'assainissement, des caniveaux, etc. Éviter de jeter des ordures, éviter d'obstruer les canaux d'écoulement des eaux pluviales, parce que malheureusement, c'est tout cela qui entraîne les conséquences que nous déplorons aujourd'hui. Donc, le Conseil a autorisé la mise en place des ressources budgétaires nécessaires pour mener toutes ces actions, mais il faut que la population l'entende, qu'elle comprenne que c'est fait dans leur intérêt et se plie aux décisions qui sont prises par le gouvernement et qui vont être reprises donc par les mairies de chacune des localités concernées auprès des populations donc, qui sont aujourd'hui jugées en risque. Au titre du ministère, auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le Conseil a adopté une communication relative à la privatisation de la Versus Bank. Cette banque avait été rachetée par l'État de Côte d'Ivoire en 2009 en vue d'être restructurée. En dépit des efforts qui ont été consentis par l'État, la banque reste encore exposée à un risque de cessation d'exploitation parce que ses fonds propres devenus négatifs n'ont toujours pas été remis à niveau. Le Conseil a ainsi décidé de procéder à la cession des parts de capital détenues par l'État de Côte d'Ivoire dans la Versus Bank, selon les modalités ci-après. Donc cession de 67% du capital à un groupe bancaire ayant des références avérées dans le financement des PME-PMU qui s'engagera à recapitaliser la banque et à mettre en œuvre un plan de relance ambitieux et crédible. Premièrement, et puis cession, deuxièmement, de 33% du capital à des investisseurs nationaux intéressés par le financement des PME-PMI. Au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec d'autres ministères, notamment le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget, excusez-moi, le Conseil a adopté une communication relative à ce que nous pouvons appeler un ajustement tarifaire au niveau du secteur de l'électricité. Nous vous l'avons déjà expliqué, mais la répétition étant pédagogique, nous allons recommencer en plus court l'explication que nous vous avions déjà donnée lors de la visite d'État au DNA. Il s'agit aujourd'hui, premièrement, de faire face à la demande nationale en matière d'électricité qui s'accroît et qui s'accroît en raison de la croissance économique elle-même que nous constatons, qui, comme vous le savez, est proche de 10% par an. Cette croissance s'accompagne d'une consommation plus forte d'électricité.
il y a également la nécessité d'améliorer la qualité de la fourniture de cette électricité aux populations. Vous savez, nous sommes déjà à un très bon niveau en réalité en Afrique, puisque la Côte d'Ivoire, au niveau par exemple du taux de coupure, est mieux placé que des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Ghana, comme le Sénégal, etc. Mais chaque fois qu'il y a eu une interruption de l'électricité, nous voyons bien comment réagissent nos populations. Donc il s'agit de faire encore mieux, de faire en sorte d'éviter que nos populations fassent l'objet ou subissent des coupures intempestives en mettant à leur disposition un produit de qualité, en quantité suffisante, et puis de qualité parce que nous aurons refait par exemple tous les axes de transport, de distribution, etc. Il s'agit enfin de permettre l'accès du plus grand nombre d'Ivoiriens à l'électricité. Et cela nécessite évidemment des investissements qui sont très importants. Les ambitions en la matière pour notre pays, qui ont été définies par le chef de l'État et qui sont aujourd'hui mises en œuvre par le gouvernement, c'est faire en sorte, par exemple, que dans les 2 ans, tous les villages de Côte d'Ivoire ayant plus de 800 habitants aient l'électricité. C'est faire en sorte qu'en 2015, c'est faire en sorte qu'en 2020, tous les villages de Côte d'Ivoire qui ont plus de 500 habitants aient l'électricité. Donc cela nécessite évidemment des financements qui sont très importants. Et l'objectif est de faire en sorte que la filière électricité s'équilibre. Faire en sorte que les ressources dégagées par cette filière soient suffisantes pour couvrir les investissements et les charges qui sont celles du secteur. Parce que l'électricité, c'est avec l'eau les 2 premiers éléments qui indiquent une amélioration du niveau de vie. Quand vous n'avez pas d'électricité et que vous l'avez, je peux vous le dire, c'est une transformation réelle, un changement réel dans la vie des populations. Parce que cela permet de produire plus facilement, cela permet d'accéder à plus de commodités modernes, etc., etc. Et puis, ça aide à la santé aussi.